Bon, installe-toi, mets le son comme il faut. Parce que ce soir, on ne va pas se raconter une petite histoire gentille. La dernière fois, on a ouvert The Killers, 1946. Un film qui te prend par la main pour te montrer une mécanique implacable. Deux types arrivent. Ils annoncent la couleur et tout le reste n'est plus qu'une descente en pente douce, mais sans frein. Un fatalisme d'horloger. Propre, net, inexorable. On avait l'impression que le destin, là-bas, portait un costume bien repassé. Eh bien, aujourd'hui, on change de carburant. Aujourd'hui, on passe de la fatalité classique à la panique moderne. On quitte le noir élégant, la tragédie bien cadrée, pour entrer dans quelque chose de plus nerveux, plus sale, plus paranoïaque. Un film qui ne te dit pas seulement « le monde est dur », il te souffle plutôt « le monde est dangereux et il ment ». Et quand il ment, il ne ment pas à moitié. Imagine, une nuit qui colle aux semelles, une route noire, une ville qui dort mal. Et au milieu de tout ça, un type qui vit de combines, d'arnaques, de filatures, de menaces à peine polies. Pas un héros, pas un chevalier, pas un modèle. Un homme qui avance comme on fonce dans une porte, à l'épaule. Puis surgit une femme. Pas une apparition romantique, une urgence, une peur brute. Et avec elle, une promesse. Si tu acceptes de t'en mêler, tu vas remonter une piste qui n'a pas de fin propre. Une piste qui, au lieu de t'amener à un coupable, t'amène à un constat. Quelque chose comme « les gens ne sont pas seulement méchants, ils sont prêts ». Et là, tu sens le vrai sujet pointer son nez. Ce n'est pas seulement une enquête, c'est une contamination. Parce qu'au cœur de ce dossier, il y a un objet. Un truc banal en apparence. Un truc qu'on pourrait porter à la main sans se douter de rien. Et pourtant, cet objet est un aimant à saleté, à trahison, à coup bas, à silence, à mort qui arrive trop vite et sans explication. Alors, évidemment, tout le monde le veut, tout le monde ment, tout le monde se tient à distance, sauf ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et le plus beau, dans cette histoire enfin beau, façon de parler, c'est que le film te fait comprendre une chose, plus ton gars avance, plus l'affaire devient énorme, mais pas énorme comme un gros gangster ou une grosse somme d'argent. Non, énorme comme une peur collective, une peur d'époque, une peur qui ne porte pas forcément un flingue. Parfois, elle tient dans une boîte. Et c'est tout. Tu vois le genre. Un polar qui commence comme une embrouille de bas étage et qui finit par te faire regarder le monde autrement. Un film noir qui ouvre une porte. Et derrière, ce n'est pas un bureau de police. C'est un courant d'air froid, un avertissement, une alerte. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, cette bascule. Ce moment où le film noir cesse d'être seulement une affaire de ruelles, de néons, de cigarettes et devient un symptôme. Un film qui te dit « Le siècle est en train de changer, mon vieux, et ça va faire du bruit ». Dans cet épisode, je vais te raconter comment ce film travaille, comment il construit sa paranoïa, comment il transforme un privé pas très recommandable en bélier lancé dans un labyrinthe. On parlera de mise en scène sèche de noir et blanc, qui griffe de couloirs, qui avale les gens de téléphone, qui ne répond pas de valises, qui brille trop, et de cette impression très particulière, celle d'être en train d'approcher quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû approcher. Et pour être clair, ce n'est pas un épisode confort, c'est un épisode attention où tu mets les doigts. Ce soir dans Bobard, sur Bobine, direction 1955, un film noir en 4e vitesse. Allez, on pose les cartes sur la table. Le film de ce soir s'appelle Kiss Me Deadly. En France, on l'a surtout connu sous un titre qui dit exactement ce qu'il fait à ton système nerveux, en 4e vitesse. On est en 1955 et derrière la caméra, c'est Robert Aldrich. Le genre ? Film noir, oui, mais un film noir qui a décidé de ne pas rester à sa place. Un noir qui accélère, qui se durcit et qui finit par te regarder droit dans les angoisses de son époque. Au centre, on a Mike Hammer, détective privé. Et c'est Ralph Meeker qui l'incarne. Je préviens tout de suite, si tu viens chercher le privé noble, romantique, code d'honneur,
tu risques de grincer des dents. Hammer, ici, c'est un type qui avance à l'épaule. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour foncer. Et autour de lui, tu as notamment Velda, sa secrétaire, son point d'ancrage, parfois la seule présence vraiment humaine dans ce marécage. Et là, petite parenthèse, famille, parce que ça compte. Si certains auditeurs me suivent depuis longtemps, ils se souviennent que ce podcast a eu ses anciens visages, Mike Retro et Velda Scope. Ce duo-là, on ne l'avait pas inventé par hasard. Il était directement nourri par l'ombre de Mike Hammer, notamment la série avec Stacy Keach. Ce soir, c'est un peu comme si on revenait à la source du parfum. Pas la même œuvre, pas la même période, mais la même silhouette dans l'imaginaire. Le privé dur, la blonde, qui n'est pas juste un décor. Et cette ville qui te mâche avant de te recracher. Le scénario est signé A.I. Bezerides, d'après un roman de Mickey Spillane. Et c'est important de le dire simplement, ce n'est pas une adaptation sage. Aldrich et Bezerides prennent le moteur pulp, puis ils injectent autre chose dedans. Un carburant plus anxieux, plus politique, plus guerre froide. 1955, c'est une époque nerveuse. La guerre froide est partout. La peur de l'invisible s'installe, le soupçon devient un réflexe. Et le film noir, à ce moment-là, commence à muter. Il ne raconte plus seulement la fatalité intime d'un type qui s'est trompé de porte ou de femme. Il commence à raconter la tension d'un pays, la paranoïa, l'obsession du secret et la sensation qu'un objet minuscule peut déclencher un désastre. Visuellement, tu as un noir et blanc très contrasté, des rues humides, des intérieurs étroits, des couloirs qui avalent les gens, des lumières trop blanches pour être honnêtes. Une mise en scène sèche, pas de confort. Alors, on y va. Et plus on avance, plus ça accélère. Bon, on rentre dans le moteur. Mais je te promets un truc, je vais te donner l'ossature, l'ambiance, la mécanique, sans te lâcher les cartouches de faim. On n'est pas là pour te gâcher le plaisir. On est là pour te donner faim. Tout commence comme une scène qu'on a l'impression d'avoir déjà vue, sauf qu'ici, elle a un goût plus acide. Une route de nuit, une voiture, et soudain, une femme surgit. Pas mystérieuse, façon glamour. Non, elle surgit comme une urgence, une peur qui court. Elle monte dans la voiture d'un type qu'elle ne connaît pas et elle lui demande de rouler. Vite, sans question. Comme si poser une question, c'était déjà perdre du temps, comme si le temps était devenu un ennemi. Et le type au volant, c'est Mike Hammer, détective privé. Un homme qui vit dans le dur, combine, filature, intimidation, arrangement. Un gars qui n'est pas exactement ta définition du gentil, mais qui a un défaut ou une qualité selon l'humeur. Il ne sait pas lâcher une affaire, même quand ça pue. À partir de là, tu sens l'engrenage se mettre en place, parce que cette femme n'est pas simplement en danger. Elle transporte un secret, et ce secret, tu le comprends très vite. Il ne concerne pas seulement 2 ou 3 voyous. Il attire des gens plus organisés, plus froids, plus propres en apparence. Des gens qui parlent bas, qui sourient peu, et qui ont l'habitude d'effacer les traces. Et ce qui est malin, c'est que le film te donne d'abord un faux sentiment de simplicité. Tu te dis, ok, il va enquêter, il va remonter la piste, on va découvrir un chantage, une histoire de fric, un réseau classique. Sauf que non. Ici, la piste ne ressemble pas à une piste. C'est plutôt une succession de portes qui claquent, des noms qui apparaissent puis disparaissent, des gens qui mentent, même quand ils n'y gagnent rien, des rendez-vous qui tournent mal, et surtout une sensation de plus en plus nette. Quelqu'un, quelque part, veut que l'affaire reste floue, volontairement floue. Hammer lui fait ce qu'il sait faire. Il insiste, il bouscule, il force, il met la pression, il entre sans frapper, il provoque. Et plus il avance, plus le film se met à respirer autrement. Comme si l'histoire elle-même changeait de taille, comme si ce qui devait être une enquête de privé devenait un problème beaucoup plus grand. Et là arrive l'élément central. Sans spoiler, il y a un objet banal, transportable,
Rien de spectaculaire à première vue, sauf que tout le monde le veut et pas le veut gentiment. Non, ils le veulent comme on veut quelque chose qui peut te sauver ou te détruire. Autour de cet objet, le film construit une sorte de paranoïa en spirale. Les menaces deviennent plus directes, les morts plus proches, les visages plus fermés. Tu sens que le danger n'est pas seulement dans un revolver, il est dans le silence, dans le contrôle, dans la peur de ce que cet objet contient ou représente. Et pendant ce temps, il y a Velda. Elle n'est pas juste la secrétaire. Elle est souvent le bon sens, la prudence, la chaleur humaine dans un monde qui se refroidit. Et c'est important, parce que plus l'affaire se durcit, plus tu comprends que Hammer tout seul est un missile sans pilote. Velda, c'est ce qui le rattache au réel. Et le film joue avec ça très finement. Ce que j'aime dans ces premières minutes, c'est la manière dont Aldrich installe l'idée suivante. Ce n'est pas une enquête où tu vas comprendre et rassurer. C'est une enquête où tu vas te dire « mais jusqu'où ça va ?» C'est un film noir qui se comporte comme une rumeur. Tu l'entends, heureuse. Et voilà exactement ce qu'on va faire nous dans le reste de l'épisode. On va suivre la spirale, on va regarder comment Aldrich te met dans l'inconfort, comment il transforme un récit pulp en malaise d'époque, et comment, mine de rien, il te fait passer de qui a fait quoi à dans quel monde est-ce qu'on vit. Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce, Mike Hammer. Si tu as l'habitude des privés classiques du film noir, ceux qui ont une morale cabossée, mais une morale quand même, ici tu vas vite comprendre que Hammer n'est pas là pour réciter un code d'honneur. Dans ce film, Hammer n'est pas un chevalier, il n'est même pas un type sympa. C'est un prédateur urbain, un gars qui vit de la peur des autres, de l'intimidation, de la pression psychologique. Il n'enrobe pas, il avance, il écrase. Il récupère ce qu'il veut récupérer, point. Et c'est exactement pour ça que le film marche, parce qu'Aldrich te fait un coup de billard à 3 bandes. Il te donne un personnage principal dont tu n'as pas forcément envie d'être le copain, mais dont tu ne peux pas détourner les yeux. Ralph Meeker là-dessus est parfait, il ne cherche pas à rendre Hammer attachant, il le rend efficace, il le rend lourd, il le rend inévitable. Et du coup, toi spectateur, tu te retrouves dans une position bizarre. Tu es embarqué derrière un type qui force les serrures, qui secoue les gens, qui ment au besoin, qui manipule, qui menace, et malgré tout, tu le suis. C'est presque une expérience de cinéma. Tu veux une enquête? Très bien, mais tu vas la faire avec un gars qui n'a pas de gants. Le film noir a souvent joué avec l'ambiguïté morale, mais ici l'ambiguïté, elle est moins romantique et plus brutale. Hammer n'est pas le pauvre type perdu qu'on plaint. C'est plutôt le type qui sait très bien comment fonctionne le monde et qui s'en sert. Et ce détail, il change tout, parce qu'il donne au film une énergie particulière. Hammer n'est pas en train de découvrir la corruption, il la connaît déjà. Il navigue dedans. Ce qu'il découvre, en revanche, c'est qu'il existe un niveau au-dessus, un niveau de danger qui dépasse ses habitudes, ses petites combines, ses méthodes de cogneur. Et c'est là que le film devient passionnant. Tu assistes à un choc entre deux violences. La violence de rue, celle du privé, du chantage, des menaces, des coups de pression, et une violence plus froide, plus organisée, plus invisible, une violence de système, une violence qui ne transpire pas, qui ne crie pas, qui exécute. Autre chose, Hammer est aussi un miroir du spectateur, parce que lui, ce qu'il veut, au fond, ce n'est pas seulement la vérité, c'est le gain, l'avantage, la position dominante. Et toi, spectateur, tu veux quoi? Tu veux savoir, tu veux ouvrir la boîte, tu veux regarder dedans. Le film joue exactement là-dessus. Il te montre un personnage qui ne peut pas s'empêcher d'aller au bout, et il te fait ressentir à toi cette même pulsion, même si tu sais que ça finira mal. Et au milieu de ce bloc de dureté, tu as Velda. Velda, c'est la respiration, la prudence, le bon sens, une forme de tendresse aussi parfois, mais jamais mièvre. Elle voit Hammer comme il est, elle sait qu'il est dangereux et qu'il se croit invincible. Et le film, mine de rien, te fait comprendre une règle simple. Sans Velda, Hammer devient un camion sans frein. Et là, je trouve que le film est plus subtil qu'il n'en a l'air,
parce qu'on pourrait croire à un vieux schéma, secrétaire fidèle, patron casse-cou. Velda, c'est la lucidité du film. C'est la présence qui te rappelle qu'on n'est pas dans une aventure cool. On est dans quelque chose qui abîme. Donc, si je résume, Mike Hammer est volontairement antipathique parce que le film veut te faire sentir une époque où la morale est devenue une marchandise. Et en le suivant, toi tu acceptes un deal, tu auras ton suspense, mais tu perdras un peu de confort. Et c'est là que Kiss Me Deadly commence à faire ce qu'il fait de mieux. Il ne te raconte pas seulement une histoire, il te met dans un état... Bon. Maintenant, on va parler de ce qui fait vraiment la différence entre un polar sympa et un film qui te reste sous la peau, la mise en scène. Robert Aldrich, ici, ne filme pas pour faire joli, il filme pour t'inquiéter. Déjà, il y a un petit geste que j'adore, parce qu'il dit tout sans discours, le générique à l'envers. Alors, on peut le prendre comme un gadget, mais non, c'est une pancarte, une manière de te dire, les règles habituelles, tu peux les laisser au vestiaire, comme si le film te prévenait, ce que tu vas voir ne va pas remettre les choses en ordre. Ça va les déranger, les inverser, les contaminer. Et ensuite, il y a la manière dont Aldrich filme la ville. Los Angeles n'est pas un décor, c'est un organisme, un truc humide, nerveux, agressif. Les rues brillent comme des lames. Les néons ne réchauffent rien, ils blanchissent, ils exposent, ils dénoncent. Tu as souvent cette sensation que l'espace est hostile. Les trottoirs sont trop longs, les chambres trop petites, les bureaux trop étroits, les couloirs trop droits, et pourtant tu ne vois jamais la sortie. La photo en noir et blanc, Ernest Laszlo, joue là-dessus à merveille, du contraste sec, des noirs profonds, et surtout des lumières qui coupent l'image comme un scalpel. Ce n'est pas le noir velouté romantique, avec une brume chic. Ici, le noir est tranchant, et le blanc, parfois, fait peur. Ce que le film fait très bien, c'est l'art des endroits banals qui deviennent suspects. Un couloir de motel, une porte entr'ouverte, un bureau éclairé par une lampe, un téléphone qui attend, une voiture qui roule, des lieux que tu connais, mais filmés comme si quelqu'un avait laissé une menace dedans. Et plus tu avances, plus tu sens que le danger n'est pas seulement dans les personnages, il est dans l'espace, dans la lumière, dans le cadre. Aldrich cadre souvent de manière à te donner l'impression que quelque chose manque, ou que quelque chose surveille. Il aime les angles un peu durs, les perspectives qui écrasent, les arrière-plans qui restent vivants alors que l'action est devant. Et surtout, il aime la vitesse. Pas la vitesse spectacle, la vitesse panique. Celle qui te fait comprendre que les décisions sont prises trop vite, que les erreurs ne se rattrapent pas et que l'enquête est une chute. Et puis il y a un truc très simple mais très puissant, la façon dont Aldrich filme les silences. Dans beaucoup de noir, le dialogue est roi. Petites phrases, cynisme, humour noir, réparti. Ici, oui, il y a du mordant. Mais il y a surtout des moments où le film te dit « Écoute, écoute la pluie, écoute le vide, écoute le téléphone, écoute ce qu'on ne te dit pas. » Parce que la paranoïa, c'est ça. Pas seulement la peur du danger, c'est la peur du non-dit. Et dans Kiss Me Deadly, le non-dit est partout. Les gens se parlent comme s'ils marchaient sur des clous. Les réponses sont incomplètes, les regards fuient, les portes se ferment. Donc, au lieu de t'offrir une enquête claire, le film te fabrique un état mental. Tu te mets à douter de tout, même d'une pièce vide, même d'une lumière allumée. Et au centre de ça, il y a l'élément trop lumineux dont je te parlais, sans spoiler. C'est là qu'Aldrich est très fort. Il prend un objet, quelque chose de matériel, de concret, et il le filme comme une menace métaphysique, comme si le danger n'était pas seulement ce qu'il contient, mais ce qu'il représente, une idée, un pouvoir, une peur collective. Si je devais le dire autrement, Aldrich filme le film noir comme un monde où la lumière ne sert plus à voir, mais à brûler. Voilà pourquoi Kiss Me Deadly a ce parfum particulier. Ce n'est pas juste
bien filmé. C'est filmé comme une alerte. Comme si chaque plan voulait te dire « Tu avances, ok, mais tu ne contrôles plus rien. » Et quand un film noir te fait sentir ça, c'est qu'il a déjà gagné. Bon, là on attaque le nerf du truc, ce qui fait que ce film n'est pas seulement un bon polar, mais un film noir qui a l'air malade. Malade au bon sens du terme, il reflète la fièvre de son époque. 1955, ce n'est pas juste les voitures chromées et les cigarettes au bec. C'est une époque qui vit avec un bruit de fond permanent, la guerre froide. Une époque où on apprend à avoir peur sans voir l'ennemi. Où la menace n'est pas forcément un gangster dans une ruelle, mais une idée, une technologie, un secret. Un truc invisible qui peut te tomber dessus sans prévenir. Et c'est là que Kiss Me Deadly est malin. Il prend une intrigue de privé, donc quelque chose de concret, de basique, de sale, et il la fait glisser vers une angoisse beaucoup plus grande. Le film te raconte, tu crois que tu enquêtes sur des gens. Non, tu enquêtes sur un monde qui a peur. Regarde la façon dont les personnages se comportent. Tout le monde se méfie. Tout le monde parle en biais. Tout le monde fuit la question centrale. On n'est pas dans un noir où les gens mentent seulement pour voler de l'argent. Ici, les gens mentent parce que la vérité est dangereuse. Et ça, c'est typiquement l'ambiance d'une époque où le secret est devenu une arme. Tu peux aussi sentir derrière le climat de suspicion qui a marqué les années 50. Sans partir dans un cours d'histoire, disons-le simplement à ce moment-là, aux États-Unis, le soupçon est une monnaie courante. On accuse vite, on se protège, on se tait, on évite de dire trop et le film, au lieu de faire un discours, te le fait ressentir. Chaque scène a l'air de marcher sur des œufs et pourtant ça saigne. Et puis il y a ce fameux cœur de l'affaire sans spoiler comme un sagouin. Mais je peux te dire ça. L'objet central du film, ce n'est pas juste un MacGuffin. Ce n'est pas le diamant, la mallette de fric, les papiers compromettants, version polar standard. Là, l'objet a un parfum moderne, un parfum inquiétant, comme si on avait enfermé dans quelque chose de banal, une puissance qui dépasse les hommes. Et c'est exactement ça l'angoisse nucléaire, la sensation qu'une poignée d'humains peut libérer un truc trop grand pour eux. Ce qui me plaît, c'est que le film ne te dit pas « attention bombe atomique ». Il te dit « attention curiosité ». Attention à cette pulsion qui te pousse à ouvrir, à savoir, à toucher, à manipuler. Et là, on retombe sur le mythe de Pandore, sans que le film ait besoin de te faire la leçon. Tu as une boîte, tu as le désir, tu as la transgression, et ensuite, tu gères les conséquences. Si tu peux. Et c'est aussi pour ça que Kiss Me Deadly a une réputation à part. Il fait franchir au film noir une marche. Le noir classique est souvent fataliste. L'homme tombe parce qu'il a une faiblesse, une obsession, une mauvaise rencontre. Ici, on est fataliste. Autrement, le monde tombe parce qu'il joue avec des forces qui le dépassent. Ce n'est plus seulement la corruption, la cupidité, la passion, c'est la démesure. Et Aldrich filme cette démesure avec une froideur incroyable. Il ne romantise pas, il ne poétise pas, il n'essaie pas de te consoler avec un petit discours moral. Il te met face à un truc très simple. Quand tu touches à certains secrets, tu n'es plus un héros de polar, tu deviens un idiot utile. Une fourmi qui a mis la patte sur un fil électrique. Autre point intéressant sans rentrer dans le détail des versions. Mais c'est bon à savoir, ce film a circulé avec des différences, notamment sur la fin selon les marchés. Et ça raconte quelque chose. Ça raconte qu'on était sur un terrain sensible, qu'on touchait à une angoisse collective, qu'on n'était pas juste dans le spectacle, mais dans un climat. Quand un film noir commence à déranger, au point qu'on cherche à l'adoucir, c'est rarement parce qu'il a trop de chapeaux et pas assez de romance. C'est parce qu'il appuie là où ça fait mal. Et puis il y a un dernier truc que je veux poser ici. Kiss Me Deadly n'est pas politique, au sens militant. Il n'est pas là pour te dire pour qui voter ou quoi penser. Il est politique au sens beaucoup plus intéressant. Il te montre un monde où la confiance se fissure, où l'information est dangereuse, où la violence devient administrative.
un monde où la peur est devenue un mode de vie. Donc si tu veux, Kiss Me Deadly. C'est un film noir qui a compris que la vraie terreur moderne n'est pas forcément dans un revolver. Elle est dans un secret, dans un objet, dans une lumière trop blanche, dans un « on ne doit pas savoir ». Et évidemment, plus on te dit « ne touche pas », plus tu as envie de toucher. Bon, maintenant parlons de la vie du film après sa naissance. Parce que Kiss Me Deadly, c'est typiquement le genre de long métrage qui ne se contente pas d'exister. Il laisse une trace, il fait des dégâts, et ensuite il devient une référence. À sa sortie, il n'a pas été accueilli comme un petit bijou bien sage qu'on mettrait sur une étagère. Au contraire, le film a eu une réputation de truc dangereux, malsain, trop brutal, trop cynique et surtout trop dérangeant. Ce n'était pas juste un polar violent. C'était un polar qui donnait l'impression qu'il touchait à quelque chose de plus grand que l'intrigue. Une peur collective, un malaise de société. Et ça, forcément, ça crispait. Et puis, il y a un autre détail qui en dit long. Le film a circulé avec des variantes, notamment une fin plus courte pour certains marchés. Sans rentrer dans la chirurgie minute, retiens juste ça. Quand un film noir se balade avec des coupes et des ajustements, ce n'est pas forcément parce qu'il y avait trop de dialogue ou pas assez de romance. C'est souvent parce qu'il marche sur une ligne sensible. Et celui-ci, des lignes sensibles, il en a plusieurs. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le film a été rattrapé par les cinéphiles, surtout en France. La Cinémathèque, par exemple, rappelle que certains critiques français, et pas les moins influents, ont vu dans ces films-là une liberté de mise en scène, un culot, une modernité qui sortait du lot. En gros, pendant que certains voyaient un objet inquiétant, d'autres voyaient un cinéaste qui avançait sans frein et qui faisait muter le film noir sous nos yeux. Et là, c'est important pour l'héritage. Kiss Me Deadly n'est pas devenu culte parce qu'il est sympa. Il est devenu culte parce qu'il est radical, parce qu'il te laisse avec un arrière-goût de métal, parce qu'il ne te serre pas la main à la fin, parce qu'il ne te dit pas « tout va bien, rentrez chez vous ». Il te dit plutôt « vous avez vu ça, voilà, maintenant débrouillez-vous avec ». Et l'influence, on la retrouve à plusieurs niveaux. D'abord sur le film noir lui-même, beaucoup de noirs classiques étaient des machines fatalistes élégantes, presque géométriques. Ici, on est sur quelque chose de plus proche de la crise de nerfs, de la parano, du monde moderne qui commence à grincer. Et ce virage-là, il a marqué. Tu peux sentir après dans le cinéma cette idée qu'un polar peut être une enquête, mais aussi une angoisse d'époque. Ensuite, sur le cinéma moderne, la Cinémathèque évoque même des filiations revendiquées chez certains cinéastes contemporains, l'idée de la boîte, du secret du contenu qui aimante l'intrigue et la fascination du spectateur. Ce moment où tout le film te pousse à dire « qu'est-ce qu'il y a dedans ?» et où cette question devient une obsession plus forte que les personnages. Et ça, c'est très Kiss Me Deadly. Le film te piège avec ta curiosité. Je te fais aussi une mini-comparaison vite fait pour situer l'impact sans se perdre. 1955, tu as des films noirs ou voisins qui sont déjà costauds, mais qui restent dans des rails plus classiques. Un noir très sombre, très flic et gangster. Une autre histoire de casse hyper tendue, un conte noir quasi biblique. Kiss Me Deadly lui prend une route différente. Il commence comme un polar de terrain, puis il gonfle, il s'étire, il s'empoisonne. Jusqu'à te donner l'impression d'un monde qui a peur de sa propre modernité. Et ça, en 1955, c'était une claque. Et puis pour les anciens auditeurs qui ont connu nos vieux complices, Mike Retro et Velda Scope, tu comprends pourquoi ce film est un retour aux sources, symbolique. On parle d'un privé d'une secrétaire d'une ville trempée de cynisme, mais avec une dose supplémentaire d'inquiétude. Comme si le hard-boiled passait un cap du roman noir à l'alerte. Disons que si The Killers te disait « le destin te rattrape », Kiss Me Deadly te souffle « le futur te rattrape et il n'est pas aimable ». Voilà pour la réception et l'héritage, un film contesté, coupé ici ou là, puis récupéré par la cinéphilie,
comme une pièce majeure justement parce qu'il ne se tient pas tranquille. Et maintenant, on va faire ce que j'aime le plus. On va entrer dans les scènes, pas toutes, les bonnes celles qui structurent le malaise, celles qui font que tu n'oublies pas ce film. Là, on passe au concret, les scènes qui font le film. Pas forcément les plus spectaculaires, mais celles qui te plantent une écharde dans la tête. Je te préviens, je vais parler du fonctionnement, des impressions, de la mise en scène, sans raconter la fin comme un boucher. On va rester propre. Première scène clé, l'ouverture, la route, la peur. C'est un démarrage qui ne négocie pas. La nuit, l'asphalte mouillé, une présence humaine qui surgit comme un accident. Et tout de suite, Aldrich te met dans un état physique. Tu sens l'urgence, tu sens la respiration, tu sens la vitesse. Ce n'est pas une entrée en matière, c'est une injection. Et ce choix est capital. Il annonce que ce film sera moins un puzzle qu'une course. À partir de là, tu ne regardes plus le privé arriver dans une histoire. Tu le vois être aspiré dedans. Deuxième scène clé, le couloir, la porte, la lumière. Dans un film noir classique, un couloir de motel, c'est un décor. Ici, c'est presque un personnage. Aldrich filme les lieux comme des pièges. Tu as des perspectives trop longues, des portes trop alignées, et surtout cette sensation que la lumière n'est pas rassurante. Elle dévoile, elle découpe, elle accuse. Ce qui est très fort, c'est la simplicité. Rien d'extraordinaire à l'écran, et pourtant ton cerveau dit « attention ». Voilà comment naît la paranoïa, quand l'ordinaire devient suspect. Troisième scène clé, le bureau de nuit, la paperasse, le téléphone. Là, on est dans le cinéma dur. Une lampe, un dossier, un cendrier, un téléphone à cadran. Et pourtant, tout respire l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que le film te fait comprendre que l'information est dangereuse. Chaque photo, chaque note, chaque appel, c'est une marche de plus vers quelque chose qui dépasse Hammer. Et Aldrich, malin, ralentit par moments, comme pour te laisser écouter le silence. Dans ces moments-là, c'est presque toi qui enquêtes, pas lui. Tu scrutes, tu attends, tu deviens méfiant. Quatrième scène clé, l'objet, la valise, la lumière. Sans détailler ce qu'il y a dedans, parlons juste de l'effet. Aldrich prend un objet banal, transportable, et le filme comme une menace absolue. La lumière qui s'en échappe est trop blanche, trop violente, trop pas naturelle. C'est là que le film bascule du noir criminel au noir anxieux. Tu n'as plus seulement peur d'un type armé, tu as peur d'une idée, peur d'un secret, peur d'une puissance, et c'est très moderne. Surtout pour 1955, le film noir devient presque un film de cauchemar scientifique, mais sans changer de costume. Toujours les rues, les couloirs, les mensonges, sauf que derrière, il y a autre chose. Cinquième scène clé, les échanges à voix basse, les rendez-vous qui tournent mal. Ce que j'aime, c'est que le film ne te montre pas seulement la violence, il te montre la pression. Les gens qui parlent comme s'ils avaient un fil autour du cou. Les silences trop longs, les phrases incomplètes, les regards qui évitent. Et Hammer en face fait du Hammer, il force, il insiste, il met la main dans la fourmilière. Résultat, plus il avance, plus le monde se referme. Et maintenant, 2 détails de production qui éclairent tout ça sans te faire un cours. 1. Le noir et blanc n'est pas un style, c'est une arme. La photo, Ernest Laszlo, joue sur des contrastes durs. Les noirs avalent, les blancs brûlent. Ça colle parfaitement au sujet. Un monde où la lumière n'éclaire pas, elle agresse. 2. La mise en scène d'Aldrich est sèche, presque impolie. Pas de romantisme, pas de belle morale pour te consoler. Il découpe, il accélère, il t'enferme. Même le générique à l'envers, si tu y repenses, c'est déjà une manière de dire « Le film noir, ce soir, ne remettra rien en ordre. » Et sur le fameux climax, sans spoiler grossier, voilà comment Aldrich le fabrique. Il fait monter 3 choses en même temps. 1. La vitesse de l'enquête. Hammer n'a plus le temps. 2. La fermeture des espaces. Tu as moins d'air, moins d'issue. 3.
la sensation que l'objet n'est plus un simple enjeu mais une menace. En clair, plus tu approches du bout, plus le film cesse d'être une suite de scènes et devient une pression continue. Tu n'es plus en train de suivre des indices, tu es en train de subir une montée d'angoisse. Et ce qui est très fort, c'est qu'Aldrich te laisse à peine le temps de te dire « Ah donc, c'était ça ». Il préfère te laisser avec une sensation, un vertige, comme une lumière trop forte derrière les paupières. Voilà ces scènes-là, c'est la colonne vertébrale, la route, l'urgence, le couloir, le piège, le bureau, le danger de savoir, l'objet, la peur moderne, et la montée finale, le vertige. Et quand un film noir te laisse avec un vertige, c'est qu'il ne jouait pas seulement avec une intrigue, il jouait avec ton époque et avec tes nerfs. Bon, on boucle. Si je devais résumer Kiss Me Deadly en 4e vitesse en une image, ce serait celle-ci. Une main qui ouvre une boîte en pensant trouver une réponse et qui déclenche une alarme. C'est un film noir qui a l'air d'avoir un pas d'avance sur son époque. Ou plutôt, un film noir qui a compris que l'époque, justement, n'allait pas bien. Il y a des noirs où tu sors en te disant « Quelle belle tragédie !» Ici, tu sors avec un goût de métal. Avec cette sensation que le monde moderne s'est mis à produire des secrets trop grands, trop dangereux, trop lumineux. Ses forces, pour moi, sont nettes. La mise en scène sèche d'Aldrich, le noir et blanc qui griffe, le rythme nerveux, l'ouverture qui te balance dans l'histoire sans politesse, et surtout cette montée en paranoïa, cette bascule du polar de terrain vers quelque chose de plus inquiétant, presque apocalyptique. Et puis il y a Meeker, un Mike Hammer antipathique, brutal, obstiné et justement pour ça efficace. Tu ne l'aimes pas forcément, mais tu le suis, et le film te met face à ce petit malaise. Pourquoi je le suis ? Réponse, parce que toi aussi tu veux savoir ses limites. Je ne vais pas faire semblant. Le cynisme est parfois si froid qu'il peut laisser à distance. Et si on attend un noir élégant, avec charme fumé et romantisme, on peut trouver ça brutal, presque agressif. Mais au fond, c'est peut-être aussi le point. Kiss Me Deadly ne cherche pas à être agréable. Il cherche à être juste au sens nerveux du terme. Au final, je le prends comme un uppercut, pas raffiné, pas poli, mais terriblement lucide. Un film qui te rappelle que le film noir n'est pas qu'un style, c'est une crise. Alors maintenant, je veux t'entendre. Tu l'avais déjà vu ce film, tu le découvres avec nous, tu le trouves génial, excessif, daté, prophétique. Dis-moi ce que tu en penses franchement. J'aime bien quand ça débat, tant que ça reste propre. Et vendredi prochain, changement de décor. On passe du cinéma à la littérature noire. Dans Chronique Noire, ce sera un numéro spécial. Le sujet, la série noire naissance d'une langue noire. On va parler d'une collection, oui, mais surtout d'une manière de parler. D'écrire, de cogner le réel avec des mots. Comment une langue s'est fabriquée, comment elle s'est durcie, comment elle a contaminé notre imaginaire et pourquoi, encore aujourd'hui, on reconnaît cette musique-là au premier paragraphe. Voilà. On se retrouve vendredi pour la langue noire. Et d'ici là, fais attention aux boîtes qu'on te demande d'ouvrir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ça aide vraiment à faire vivre l'émission. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez l'article complet, les visuels et tout ce qui tourne autour du film. Rendez-vous sur mon site livreetsaveurs.fr. C'est là que tout se passe et vous y trouverez bien plus que ce que j'ai pu dire ici. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau bobard sur Bobine ou Chronique Noire.